On est ici donc pour parler de votre livre « Guéri par mon second cancer », de peintre en trompe-l'œil et peintre de l'âme, édité aux éditions Amalthée. Donc en fait, votre livre, c'est un témoignage qui parle donc des 2 cancers que vous avez eus à 2 ans d'intervalle. Mais c'est pas que ça. C'est un peu un point de départ en fait pour votre histoire. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais vous demander, c'était pourquoi avoir choisi le titre « Guéri par mon second cancer ». Parce que bon, de quoi on peut guérir grâce au cancer? Oui, c'est le par qui est important. Ça n'est pas guéri de mon second cancer, parce que ça, beaucoup de gens, heureusement, le sont. Pas tous, mais beaucoup. Mais par parce que... Alors, c'est une grande question. C'est tout le thème du livre, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai réussi, finalement, à considérer... alors, pas le premier cancer, parce qu'en fait, c'est ça. Le premier cancer, j'en ai eu. Bon, on m'annonce un premier cancer, j'ai 41 ans. Bon, je me dis, zut, j'ai pas de bol, mais ça arrive à des gens très bien, partout autour de nous, il y en a partout, donc je vais faire tout comme les médecins disent, et puis voilà, ce sera fait, et ce sera fini, j'aurai donné, c'était, voilà. Et puis voilà, donc je fais tout ça, je passe une année pas terrible, comme vous pouvez l'imaginer, et puis voilà, la vie reprend, youpla boum, et puis 6 mois plus tard, contrôle, et là c'est un second cancer qui apparaît, qui n'était pas le même que le premier. Donc à 1 an et demi d'intervalle, j'avais un deuxième cancer. Donc c'était cancer du sein. C'était 2 cancers du sein, effectivement, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'était comme si le premier n'avait pas existé. Et c'est ça qui m'a interpellée. Je l'aurais eu 5 ans, 8 ans après, j'aurais dit encore une fois probablement, zut, j'ai pas de bol, quoi. Et là, non. Là, j'ai vraiment... D'abord, j'ai eu très peur, parce que j'avais pas eu tellement peur la première fois, mais la seconde fois, j'ai eu très peur. Et puis, je me suis dit, non, là, il y a un truc qui va pas, il y a un mécanisme en moi qui se déclenche et que je ne peux pas contrôler, maîtriser, il faut faire quelque chose. Et mon corps est en train de me dire, me hurler, me clamer quelque chose, et jusqu'à présent, je suis aveugle, sourde et muette, j'ai rien compris, mais j'ai compris qu'il fallait que je comprenne des choses, et que j'allais à la recherche de ce que mon corps me disait. Alors, la question, elle était bien posée, mais le pourquoi et le comment, je ne savais pas comment y répondre. Et en fait, c'est là que j'ai commencé une quête. C'est à partir de là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que mon corps me dit? Et il se trouve qu'autour de moi, j'avais des gens qui étaient capables de m'aider, parce que toute seule, j'y serais pas arrivée. Et donc, j'ai commencé à suivre... alors, j'ai commencé par une psychothérapie, en fait, tout simplement. Et puis voilà, peu après. C'est ça. Voilà. Mais donc, en fait, ce qui s'est passé, donc, vous avez eu 2 cancers de suite. Oui. Donc, vous étiez dans une époque un peu tourmentée aussi personnellement. Oui. Donc, vous étiez séparés. Voilà, donc c'était pas... C'était une époque un peu difficile, même de manière personnelle. Par contre, vous insistez quand même aussi sur... moi, ce qui m'a marqué, c'était quand vous avez eu votre premier cancer, c'était au sujet de la perte des cheveux. Oui. Donc moi, ça m'a assez marqué. Donc, quand votre fille était jeune, qui vous faisait une remarque parce que, du coup, elle était un peu gênée que vous soyez chauve devant ses amis. Donc, je vous dis... Bien sûr, j'ai eu de la peine. Je comprends son embarras, mais je ne vais pas céder. Je lui ai expliqué que ma façon à moi de lutter contre la maladie est de l'affronter à découvert, sans plus me cacher. Après des années de mensonges et d'hypocrisie, je vis en assumant finalement la réalité. Si ses amis ne comprennent pas, j'en serai désolée, mais je ne ferai aucun compromis, même par amour pour elle. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Mais est-ce que ça a toujours été le cas pour vous de vouloir vous assumer dans la maladie, ou vous avez eu des moments aussi où vous cherchiez un peu à cacher tout ça? Non. Ça, j'ai rien compris au premier cancer, mais j'ai compris une chose, c'est que je ne voulais pas me cacher. C'est la seule chose qui a été positive, enfin, qui a vraiment été forte comme impression. D'abord, la perruque, ça grattait, je l'ai mise une matinée, et puis j'ai trouvé ça insupportable, parce que ça était très chaud, et puis ça me faisait mal aux oreilles, donc j'étais là, devant ma glace, et je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets, je l'avais mise une matinée, et je dis, c'est pas possible. Alors je suis allée chercher des foulards, et puis j'ai commencé à draper un peu, et puis je dis, bah tiens, c'est pas mal. Et puis j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé par des foulards pour aller à mon atelier qui n'était pas très loin dans mon quartier, on ne va pas prendre de risques, hein, on va faire juste en rasant un peu les murs au début. Et puis j'ai un copain qui passe l'après-midi qui me dit, mais tu sais, enlève ton foulard. J'enlève mon foulard, il me dit, mais c'est vachement bien comme ça. Alors maman m'avait fait un crâne très joli, très unifié, donc c'est vrai que bon, ça a aidé un peu. Vous en parlez dans le livre, finalement ça vous allait bien. Oui, alors j'ai toujours eu les cheveux courts, donc effectivement on peut comprendre, j'ai les cheveux courts, ça me va bien, on en enlève encore un peu, et puis finalement voilà. Enfin la boule à zéro, c'est pas pareil que d'avoir des cheveux très courts quand même, ça change un peu la donne, hein. C'est vraiment, ouais. Et j'ai commencé comme ça, et puis je me suis aventurée un peu plus à l'extérieur, un peu plus loin de mon quartier, et puis sans, et puis la grande épreuve, ça a été 15 jours après, j'avais un salon d'art. Et on avait un stand, et puis donc je suis arrivée sur mon stand, et là j'allais pendant 10 jours être en contact de centaines de gens.
Et j'ai affronté ça. Et puis d'abord, j'ai commencé à parler avec les gens du centre autour de moi que je connaissais bien, les copains des années précédentes, parce que comme ça permet de noyer un peu le poisson. Et puis finalement, je dis, bon, moi j'ai commencé à parler à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Puis finalement, personne ne me jetait des regards si bizarres que ça. Bon, j'étais une artiste, ça fait peut-être partie de l'excentricité. Il y a une chanteuse, Sinéad O'Connor, qui est connue comme ça. Bah oui. Bon. Et j'ai continué, j'ai plus jamais remis la perruque. Enfin, oui, non, plus jamais. Et les foulards, je les mettais de temps en temps, mais même pas du tout. C'était quand il faisait très froid quand même, parce que les courants d'air, ça fait très froid au crâne, même la nuit, effectivement. Et j'ai assumé ça, et j'étais très fière, en fait, je portais mon cou très haut, très très haut, comme un drapeau. C'était vraiment le porte-drapeau. Je suis malade, parce qu'effectivement, a priori, c'est parce qu'on fait une chimio, donc les gens le devinent, on va dire. Mais j'assume ça, je refuse de me cacher. Je veux vivre dans ma vérité avec un V majuscule. Et c'est ça, ça a été le début de ma recherche. Parce qu'à partir de là, j'ai continué. C'est quelle est ma vérité? C'était le tout début de ma recherche de vérité. C'était déjà de ne pas cacher ma maladie. Il n'y avait pas de honte à ça. Alors je mettais des grosses boucles d'oreilles. Enfin, je me maquillais. Je sors le matin au lever du lit. J'étais pas terrible, hein, quand même. Il faut être honnête. Mais bon, je sortais. Je faisais tout ce que je pouvais pour améliorer, et j'ai assumé ça, oui. Et c'était devenu, après, c'était comme un jeu, je regardais les gens, alors il y avait des gens qui détournaient le regard un peu, et puis il y a des gens qui soutenaient, et moi je les regardais, et puis des fois on se souriait, et puis j'y ai plus pensé. Et puis voilà, et ça faisait partie de ce que j'étais, de ce que je vivais, et ça a été une très grande victoire. C'est peut-être la seule chose que j'ai compris du premier cancer, mais c'était que j'avais du courage, que je ne m'attendais pas, mais j'avais du courage, et j'étais capable d'assumer ce que j'étais en train de vivre. Oui. Donc j'étais responsable de ce que j'étais, j'en prenais la responsabilité. Voilà, ça c'est la grande leçon du premier. Ouais. Justement, dans l'idée d'avoir une vie un peu normale, malgré tout ça, ce qui est frappant aussi dans votre livre, c'est la façon de toujours dédramatiser. Il y a quand même toujours un trait d'humour dans votre livre qui fait que j'essaie. Vous ne vous apitoyez pas sur votre sort, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, moi je trouve, à lire, vraiment. Donc pareil, je vais vous lire un petit extrait, moi, qui m'a un peu fait rire. Donc, tant mieux, oui, parce que je voulais surtout pas faire pleurer dans les chaumières, hein, c'était pas le but. Ça veut pas dire que ça n'a pas été, c'était toujours facile, mais quand même. Donc là, c'est un extrait, parce que du coup, le livre est découpé en extraits de journaux, en fait, c'est vos journaux intimes. Oui, c'est un peu comme si je reprenais des morceaux de journal intime, et puis il y a des parties narratives, et puis il y a des parties de blog aussi, plus tard, oui, quand je tiens un blog. Donc là, on est sur l'article du 27 septembre 2002, qui est intitulé « La routine désormais ». Donc vous dites « Clinique, intervention, réveil », 3 petits points. L'infirmière a éclaté de rire en entrant dans ma chambre le premier matin. Jambes en l'air, j'étais en train de faire des abdos. Ça, je ne l'avais encore jamais vu. J'avais posté « Ne jamais se laisser aller ». Voilà. Oui, c'est vrai. J'étais en train de faire des abdos, oui. Donc voilà, j'imagine la scène. Vous avez d'autres anecdotes un petit peu comme ça, dans le même style, un peu insolites, je sais pas, qui vous sont arrivées Oh, c'était pas tellement insolite, mais j'avais un associé à l'époque, j'étais donc peintre, j'étais peintre en décor et trompe-l'œil, je suis toujours peintre en tout cas. Et j'avais un associé, et ce qui était drôle, c'est que les gens qui nous côtoyaient, on avait des élèves, on avait des clients, enfin plein de gens, me disaient, mais c'est quand même bizarre, toi tu respires la vie, malgré mon crâne rasé et tout ça, et puis lui respire la mort, il y a un truc qu'on comprend pas bien. Et en fait, j'ai quitté mon associé très vite derrière. Oui, il y avait quelque chose qui n'allait plus. On n'était plus sur la même longueur d'onde, effectivement. Ça, c'était dans la première partie de votre livre, parce qu'on a quand même un aspect du livre qui parle de l'avant-cancer, ce qui est assez long d'ailleurs. Hein. Et donc, vous développez, on apprend en fait votre parcours. Donc, vous avez fait d'abord une école de commerce. Ensuite, vous vous êtes installé avec votre mari à Rome. Donc, pour raisons professionnelles, vous l'avez suivi. Et donc, vous étiez mère au foyer. Mais ça ne vous suffisait pas. Vous aviez besoin d'autre chose. Non, c'est vrai. Alors oui, j'ai fait des études à Champollion. Et puis, j'ai fait une école supérieure de commerce à Marseille. Et puis, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine commercial à Paris. Et puis ensuite, on est parti à Rome. Oui, j'ai fait comme beaucoup de femmes. On suit la carrière professionnelle de son mari. C'était assez classique à l'époque. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être un peu moins. Et puis, donc, j'avais arrêté de travailler. Et ce n'était pas quelque chose qui me réussissait. Je n'étais pas faite pour ça. C'est clairement, oui. Ça, j'ai compris que je n'étais pas faite pour ça. Et en fait, j'ai fait une grave dépression quand je suis arrivée à Rome. Donc, ça a été le début des ennuis, oui, c'était ça, oui. Et pourquoi je raconte, alors j'ai une anecdote, un de mes copains à qui j'avais fait lire le manuscrit, un homme, me le rend, il me dit, bon, alors, écoute, tu n'es pas Marilyn Monroe. Moi, je dis, merde alors, parce que j'ai la robe de Marilyn Monroe, un mythe s'est écroulé. Bon, mais donc, tu n'es pas Marilyn Monroe, donc tes premiers 40 ans, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, me dit-il.
Donc tu vires les 2 premiers chapitres et puis tu as ta bille en tête sur le cancer, c'est ce que les gens attendent. Alors j'ai quand même écouté, bon j'étais un petit peu vexée parce que quand même j'aimais bien ma robe, mais j'ai réfléchi parce que j'écoute toujours ce que les gens me disent, il y a des leçons à apprendre. Et puis finalement, en réfléchissant, je dis, alors oui mais non. On est tous le fruit, la conséquence de ce qui nous est arrivé. Et on a des fruits amers et des fruits exquis dans la vie. Et le cancer fait partie de ce que l'on a vécu, qui est quelque part une conséquence des choix, de la vie qu'on a menée auparavant. Enfin, en tout cas, c'est ma sensation. Donc, c'est pas un hasard si j'ai eu un cancer, c'est ça que je veux dire. Pour moi, je suis convaincue que il y a aussi beaucoup de facteurs de ce que j'ai vécu auparavant et des choix ou non-choix que j'ai faits. Donc j'avais besoin d'expliquer d'où je venais et dans quelle situation de non-choix je me retrouvais coincée quelque part à un moment donné. Voilà. Et puis surtout, j'étais une grande victime passive et une grande dépendante affective. Et tout ça, ça ne donnait pas beaucoup d'indépendance et pas beaucoup de choix, je croyais. Et je pense que ça fait partie des éléments qui ont contribué à ce que j'ai vécu derrière. Pas uniquement, bien sûr, c'est multifacteur, mais pour moi, c'était important. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé, en fait. C'est là-dessus que le cancer m'a fait travailler. À partir du second, oui. C'était sur ces failles, enfin, sur ces émotions toxiques que je vivais, que j'ai travaillé dessus. Et ça fait partie de ce que le second cancer a guéri pour moi. Ça fait vous aviez besoin d'émancipation. Hein. C'est ce que vous avez trouvé dans la peinture en trompe-l'œil, parce que vous avez traversé du coup l'Italie et la France pour aller suivre un apprentissage en Bretagne. Donc, de peintre décoratif spécialisé en trompe-l'œil. Oui, je suis devenue peintre décorateur en trompe-l'œil en 95, ça fait 20 ans que je peins, oui. Et j'ai fait des études avec ma formation avec un meilleur ouvrier de France, monsieur Guégan, qui est en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. Et ça a été une très très grande étape dans ma vie, c'est que je suis partie, j'avais en 95, c'est ça, j'avais 36 ans. J'ai traversé toute la France-Italie et je suis partie 6 mois faire ma formation professionnelle en Bretagne. Et il n'y avait aucune raison que je fasse ça. Je n'étais pas peintre avant, j'avais fait d'autres études. Mais il y avait des choses très très fortes qui me poussaient là-dedans. Et c'était la seule chose. J'avais commencé par les pochoirs. Réellement, ma première contact avec la peinture, c'est le pochoir. Et c'était tellement extraordinaire parce que j'oubliais ma dépression. Je faisais mes 2 heures de pochoir et ça disparaissait complètement. Alors j'ai trouvé ça miraculeux. C'était bien meilleur que le Prozac, entre guillemets. Donc je suis partie chercher des bouquins qui parlaient de pochoirs, etc. Et de bouquin en bouquin, parce que je vis avec les livres. Je suis tombée sur un bouquin de décors, de trompe-l'œil, de faux marbre, plusieurs. Et j'ouvre ça et je suis tombée amoureuse de ce qui était fait dans ces livres. C'était du trompe-l'œil. Alors j'ai téléphoné à ce monsieur Guégan, en disant peut-être qu'il fait 15 jours de stage par-ci par-là, l'été, comme ça je pourrais laisser les enfants chez maman et puis je pourrais partir. Et il me dit non, je ne fais pas de stage, je fais des formations professionnelles de 6 mois. Et c'est comme ça que je suis partie l'année d'après, 6 mois, à faire ma formation. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir de là, je n'ai plus connu la dépression. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des épisodes, on a tous des épisodes compliqués et difficiles, mais la dépression en tant que maladie, je ne suis plus jamais retombée dedans. Oui. J'avais trouvé un langage, en fait, c'est un moyen de communication, et surtout, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Alors, un peintre, pour moi, c'est on matérialise sur la toile ce que j'ai compris, et je m'en débarrasse, en fait. C'est vraiment ça. Je me débarrasse sur la toile de ce que j'ai compris, de ce que j'ai passé. Et une fois que je m'en suis débarrassée, ça passe un peu moins, ça pèse moins, et je passe à autre chose. C'est vraiment ça pour moi. Pour moi, la peinture, ça a été ça, et ça l'est encore, oui. Donc là, c'est une mutation que vous avez eue aussi, j'ai noté dans votre livre, à partir de 2005, parce que vous étiez donc peintre en trompe-l'œil, oui. Jusque-là. Oui, à Rome, oui. Et là, vous avez une sorte de révélation, en fait, sur votre peinture. Donc, je vais encore vous lire un extrait. Je suis en train de franchir un nouveau seuil. Je laisse derrière moi la peinture en trompe-l'œil et la simple reproduction d'un monde matériel. Je m'en vais vers la représentation picturale d'un monde bien plus impalpable, mais combien plus profond de sens et de conséquences, celui de l'âme et des messages qu'elle veut transmettre. Je vous fais des petits bouts. Rite de passage qui me portera de la mort à la renaissance avec une nouvelle énergie. Donc là, la question que j'aimerais vous poser, c'est, vous utilisez comme titre en fait de votre livre l'expression peintre de l'âme, et vous proposez après dans vos ateliers, donc on en parlera un petit peu après, des portraits d'âme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la signification pour vous de peintre de l'âme? Alors, je n'ai pas la prétention de savoir ce que c'est que l'âme, du tout.
Mais c'est simplement, c'est pour faire une différence entre... Le trompe-l'œil, c'est une illusion. Et c'est magnifique, et j'ai fait des choses très très belles dans ma vie, mais ça reste, aussi belle soit-elle, ça reste une illusion. À partir du moment où j'ai voulu peindre ce que je ressentais profondément, ou ce que je ressentais vis-à-vis de l'autre, parce que je travaille beaucoup sur commande, en Italie, ils font beaucoup sur commande. Et donc, on me demandait, alors les portraits d'âme, c'est ça, au cours d'un parcours de recherche sur moi, je me suis rendu compte que j'avais des qualités de sensibilité un peu plus, qui ont évolué, qui sont devenues beaucoup plus affinées. Et donc je ressentais, ou je voyais des images quelque part, les gens que je rencontrais en parlaient, et j'avais des images qui venaient quelque part, et ce que je ressentais, je pouvais mettre en image pour eux. Alors ça pouvait être ce que je ressentais de leur beauté intérieure, enfin de leur personnalité plus profonde. Ça pouvait être le chemin dans lequel ils sont, des moments de choix, ils sont à des moments de choix et ils hésitaient. Et moi, je voyais bien ce changement. Et en fait, je mettais en peinture ce que je voyais de ces personnes-là. Donc c'est ça, les portraits d'âme, en fait. Et peintre de l'âme, c'est peindre ce que l'on ressent, ou de la personne ou de moi-même, très, très profond en soi, le profond de soi, son essence, ses émotions très, très intimes. C'est ça. Mais c'est pas forcément de la peinture abstraite. Non, alors par contre, je me détache de la forme, parce que c'est vrai que j'ai commencé par la peinture la plus maîtrisée qui soit, le trompe-l'œil, il n'y a pas plus codifié. Et c'était super, parce que ça me rassurait beaucoup, je savais bien faire. Et puis là, je suis en train d'évoluer vers quelque chose qui laisse beaucoup plus place à la suggestion, et plus place à l'autre, à l'imaginaire de l'autre. J'ai un autre copain qui m'a dit un jour, l'année dernière, il m'a dit, écoute, c'est super, mais maintenant tu vas... Arrête de mettre tes symboles égotiques pour faire plaisir à toi et pour montrer à ton père que tu sais peindre. C'est bien, tu as fait ça, parfait, mais maintenant, élargis un peu le champ pour que d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même symbologie que toi puissent y mettre la leur. Et ça m'a beaucoup frappée parce qu'il avait raison, en fait. Et je pense que j'étais prête j'étais prête à lâcher prise et aller vers l'inconnu. Et donc, aller vers une peinture qui est beaucoup plus suggérée et un peu plus abstraite, oui. Voilà. C'est compliqué hein, de lâcher ce qu'on sait très très bien faire et pour aller vers quelque chose qu'on sait moins faire, c'est très angoissant, mais c'est jouissif aussi. Je trouve que ça renouvelle les énergies, ça fait circuler le souffle de l'air et donc ça ne peut apporter que des bonnes choses. Voilà. Donc vous avez commencé donc, cette métamorphose avec le tableau qu'on a derrière nous. Donc, je vais lire de même une petite description, puis si vous voulez dire quelques mots. Celui-ci, c'est la pierre fondatrice de mon changement. Je l'ai fait en 2005 et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je pouvais faire autre chose que du trompe-l'œil et que je pouvais... Ça a été le premier tableau que j'ai fait inspirer de mes propres émotions. Jusqu'à présent, j'avais travaillé pour les autres, j'avais fait travailler les autres lorsque j'avais des élèves, ils travaillaient, donc, et je n'avais jamais rien peint pour moi-même. Et celui-ci a été la première, on va dire, vision intérieure lors d'une espèce de méditation. J'ai vu ce... Et il est fondateur. Je ne suis pas sûre que je le mette un jour en vente parce que oui, c'est fondamental. Donc ça, il date de 2005. Ça a été la première étape, oui. Vous pouvez en parler, hein, sinon je peux non, ben voilà, citer, voilà. Hein, non, Allez-y, Natacha. Alors, un extrait du journal qui date donc du 30 juin 2005, intitulé « Les premiers pas d'une artiste en devenir ». J'ai commencé ce que je considère ma première œuvre d'artiste peintre. Donc je vous mets un petit bout. Alors j'ai commencé mon premier tableau, une espèce de Stargate. Le portail circulaire, fait de pierres grossièrement taillées en marbre de différentes couleurs, permet de passer d'un univers orageux et sombre à un autre, pacifique et serein. Inutile de chercher bien loin le symbolisme dans ma vie. Aux commandes d'un petit avion, fragile mais vaillant, je laisse le passé et ses turbulences pour me diriger vers un futur que je construirai de mes propres mains. J'ai décidé consciemment de quitter l'obscurité pour la lumière. Donc c'est ce qui est symbolisé donc derrière vous. On voit le petit avion avec la banderole signée Annick Augier 2005. Ouais. Donc ce qui a été aussi important dans votre vie, en parallèle du côté artistique qui vous suit, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de médecine parallèle, des thérapies naturelles. Donc vous avez suivi quand même des formations, des séminaires qui sont assez variés, toujours autour de ce thème-là. Donc des fleurs de Bach, le Reiki, la kinésiologie émotionnelle. Donc vous avez des notes en fait à la fin du livre qui vous expliquent très bien si vous ne connaissez pas ces sujets-là. Vous avez aussi changé de... Vous êtes devenue végétarienne en fait aussi. Et en fait ce sont des sujets qui prennent de plus en plus de place dans votre vie, en plus de votre activité artistique. En fait, quel est l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes tournée vers ces thérapies ?
J'ai trouvé... Qu'est-ce que ça... Ouais. Pardon, Ah est-ce non. que je vais vous demander d'autres? Ouais. C'était en quoi ça a influencé en fait votre vie personnelle et aussi dans votre maladie? En fait, j'ai trouvé ça passionnant. Je suis une éternelle étudiante, faut être honnête. Hein. J'aime étudier, j'aime lire, ça. Je suis curieuse de tout, je suis un Gémeaux, donc je suis toujours à la recherche du sujet suivant à étudier. Donc ça, c'est vrai que ça explique aussi un peu ça. Quand j'ai commencé une psychothérapie à un moment donné, voilà. Et cette personne utilisait aussi en parallèle des fleurs de Bach et puis de la kinésiologie émotionnelle. Et j'ai trouvé ça super comme outil de découverte de soi, d'apprendre. Et comme c'était enseigné aussi, j'ai dit je vais m'inscrire. Donc ça a été les premiers cours que j'ai pris, c'était ça. Et c'était passionnant, parce que c'est vrai que quelque part, travailler sur soi, c'est passionnant. Parce que d'abord, on s'allège petit à petit. Et puis j'avais vraiment j'avais commencé, puis mon second cancer est arrivé. Donc j'ai continué et j'ai maintenu coûte que coûte les rendez-vous, les séminaires, etc. Parce que c'était les seules choses sur mon agenda qui étaient promesses de bonheur, d'un moment de joie, alors que ça a changé un peu des rendez-vous médicaux divers et variés. J'avais plus que ça sur l'agenda. Donc j'y allais, même si j'avais fait ma chimio la veille, l'avant-veille, que j'étais hyper mal. J'y allais. Je faisais mes 2 jours de formation de week-end et j'en sortais toujours beaucoup mieux. Et puis c'est un peu comme on met le doigt dans l'engrenage et puis ensuite le bras il passe, puis tout le reste. Parce que au début j'ai fait ça uniquement parce que j'avais vraiment l'impression que parallèlement donc au traitement que j'avais recommencé bien sûr, j'avais compris que quand même, pour moi il était important d'aller chercher en amont de la maladie. Bon, la maladie elle était manifestée sur mon corps donc il fallait faire quelque chose. Donc on l'opère, on l'empoisonne, on l'irradie, on fait tout ce qu'il faut. Mais j'étais convaincue que il fallait que je travaille, et que ça c'était ma responsabilité, que je travaille en amont de ça, pour éviter de retomber dans les instabilités psychologiques, émotionnelles, etc., dans lesquelles je m'étais trouvée au moment des maladies. Et j'ai vraiment trouvé ça passionnant, il n'y a pas d'autre mot. Donc à partir du moment où on fait une formation, on en fait une deuxième, et puis comme on travaille sur soi, on s'améliore, donc on rencontre d'autres gens, et puis on passe sur des... Enfin moi je suis passée sur des thérapies de plus en plus... subtil, voire spirituel, parce que quelque part en chemin, j'ai rencontré ma propre spiritualité que j'ignorais totalement. Alors, je ne parle pas de religion, ça n'a rien à voir, mais ma force intérieure, on va dire tout simplement. Et plus j'enlevais des couches qui empoisonnaient, qui étaient toxiques et qui permettaient de comprendre un peu mieux mon moi intérieur et permettaient de mieux entendre ma petite voix intérieure, plus j'allais mieux en fait. Et plus j'étais convaincue que je travaillais à ce que la maladie ne se représente plus. Et en fait, je dis beaucoup, là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais, je travaille tous les jours à ma guérison. Donc ça fait 14 ans, oui, bien sûr. Oui. Et sur tous les fronts. Alors sur les fronts que je peux maîtriser, c'est-à-dire tout ce qui est environnemental, génétique, tout ça, je ne peux pas. Ça, c'est hors de ma portée. Bon, voilà, ça reste là. Mais tout ce qui est nourriture, par exemple, effectivement, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, je fais attention à ce que je mange. Effectivement, ça, c'est très important. Et puis, tout ce qui est équilibre émotionnel et psychologique, je fais aussi attention à rester en équilibre, à travailler sur moi. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à un moment donné, mais c'est pas grave. Donc, oui, c'est ça. Et je suis partie. Et en fait, d'une thérapie à une autre, on avance comme ça dans la vie, et puis on rencontre des gens super, donc on continue à avancer. Et à un moment donné, il y a des gens même qui m'ont dit écoute, tu as fait ça, on voudrait travailler avec toi. Alors, j'ai dit mais il n'en est pas question, moi je fais ça pour moi-même, je suis ma seule patiente, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas faire pour les autres. Et il me dit si, on voudrait, on va trouver un moyen. Alors ils ont fini par. Une personne, en partie la première, qui a beaucoup insisté, alors je suis fini par dire si on va tenter le coup, ok, d'accord. Et puis en plus, elle voulait me payer. En plus, elle était prête à me payer. Et donc, je suis partie là-dessus. Et à un moment donné, j'ai créé finalement une espèce de... une méthode, qui était une intégration de ce que j'avais fait auparavant. Et c'est comme ça que le côté thérapeute est arrivé dans ma vie. C'est parce que les autres m'ont demandé, en fait. Et les ateliers mandala collectifs, c'est pareil. On m'a demandé de créer des sujets... des ateliers de travail collectifs dans lesquels on pouvait utiliser les couleurs, les symboles, voilà. Le mandala, par exemple. Les mandalas, oui. Et donc là, pareil, j'ai mis 1 ou 2 ans avant d'arriver à trouver une combinaison de parodie parce que mais je ne suis pas faite pour ça, je ne sais pas faire. Puis finalement, voilà, on se lance et on y va. Voilà. Et la thérapie est arrivée dans ma vie comme ça, en tant que thérapeute, on va dire. En fait. On m'a sollicité, oui, je pense. Je n'avais jamais eu la sensation d'être capable de faire ça. Alors bon, voilà, donc il y a certaines personnes qui continuent à venir me voir, et puis on fait des choses très particulières. Les ateliers mandala, on les fait à Grenoble, et voilà.
Et ça, c'est un autre volet, on va dire, de ma... Mais c'est toujours pareil, ce sont toujours des outils qui permettent aux gens d'aller à leur écoute et d'aller un peu plus à l'écoute de cette petite voix intérieure. Moi, je suis qu'un outil, en fait. Je ne fais pas le travail pour les autres, je ne sais pas faire. Je suis moi-même à la recherche de ma propre vérité. Donc, celle des autres, je la connais encore moins. Mais je suis capable de leur donner des outils, des fils conducteurs, des méthodes par mon intermédiaire qui va leur permettre d'aller vers leur propre vérité. C'est ça qu'on fait, en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, donc, cette art-thérapie, en fait, qui allie à la fois votre passion pour l'art et pour la médecine alternative, vous faites des ateliers. Et en fait, dans le livre, vous avez aussi tout un passage de témoignages de gens. Donc, entre autres, moi, il y en a un qui m'a touchée, je vous en fais part, c'était « J'ai connu les ateliers Mandala alors que je ne savais pas que j'avais un cancer. J'ai aimé ce premier atelier hors maladie, mais le deuxième avait une autre saveur. Dans la maladie, les moments où l'on n'y pense pas sont rares. Le Mandala en fait partie. À la sortie de cet atelier, on se sent différent, léger, comme si on avait laissé nos angoisses, nos peurs au dos de notre dessin. Pour moi, ces moments ne sont que du bonheur. Cela m'aide à positiver et à me sentir moins malade. » Oui, je m'en souviens très bien. Oui, elle va bien d'ailleurs. J'ai eu de ses nouvelles il n'y a pas longtemps, elle va bien. Donc on en a parlé un petit peu avant. Vous avez eu un peu 1000 vies, hein, vraiment un parcours très riche. Vous allez avoir à un moment donné de nouveau un intérêt pour le commerce. Vous allez même prendre des cours de trading, de gestion financière. Oui, voilà, plein de choses qui vous intéressent. Des petites digressions comme ça. Voilà, et puis au final, vous allez créer votre site internet en 2006. Et là, va germer aussi l'idée d'écrire un livre. Et en fait, on apprend à travers votre livre, au fur et à mesure, que vous adorez lire. Vous êtes une grande lectrice. Oui. Et on voit que vous écrivez, vous allez voir si vous lisez son livre, hein, moi je trouve ça très bien écrit. Vraiment, on a l'impression de lire un roman. On est happé dans l'histoire dès le départ. Et ce qui m'amène à vous demander quels sont les livres qui vous ont marqué, qui vous ont aidé, voire inspiré dans votre parcours et dans la rédaction de votre propre livre. Alors, il y a une petite bibliographie à la fin que j'avais faite à l'époque, qui a un peu évolué depuis bien sûr, mais j'avais mis mes premiers amours, effectivement. Alors en fait, je le dois à mon associé. Les premiers livres que j'ai lus qui parlaient un peu de développement personnel, enfin en tout cas qui était autre chose que du roman, c'était l'associé que j'ai quitté après, mais bon, c'était le Jonathan Livingstone de Goéland, de Bach. Vous en parlez dans le livre. Oui, c'est la première lecture qui m'a mise, c'est une parabole, enfin c'est une fable, mais qui m'a fait comprendre qu'on pouvait aller au-delà de ce pourquoi on était programmé, en fait, sortir du moule et enlever le masque et faire autre chose que ce que tous les autres font, si on en a envie et si c'est ce que l'on ressent, hein, bien sûr. Donc ça, c'est vrai. Après, à l'époque, en Italie, il y avait beaucoup les livres de Redfield, qui étaient, ça s'appelait La 10e prophétie. Je ne sais pas si ça s'était venu en France. Jusque-là, oui, il y en a qui disent oui. Ça aussi, j'avais trouvé ça intéressant pour aller un peu au-delà, extrapoler. Et puis, il y a eu les livres de Brian Weiss, le docteur Brian Weiss. Je ne sais pas s'il est très très connu en France. Il n'est pas trop. C'est un professeur américain, un monsieur âgé maintenant, et qui a été un des pionniers dans la diffusion des thérapies par les régressions dans les vies précédentes. C'est un psychiatre d'un hôpital très très connu aux États-Unis, donc c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et de scientifique. Et que ce monsieur ait pu avoir des expériences grâce à ses patients qui l'ont poussé à aller dans ce type de... au-delà des 5 sens, on va dire. Ça m'a beaucoup frappée et ça m'avait beaucoup rassurée parce que j'avais aussi des expériences un peu hors des 5 sens et je lui disais mais ça va pas la tête, arrête de faire ta Jeanne d'Arc parce que bon voilà, je me prenais en autodérision. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens très très bien qui avaient ce type d'expérience aussi et ça m'a confortée. Et puis il disait que c'est des gens sérieux qui disaient qu'on n'était pas qu'un corps, qu'on était aussi autre chose, qu'il y avait des dimensions autres que physiques. Ça me parlait bien aussi et ça me confortait. Après, il y a Deepak Chopra. Bon, ça, il est connu, je crois. Deepak Chopra, non? Oui, un peu quand même en France. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les mêmes références en Italie qu'en France. J'ai découvert ça quand je suis rentrée en France. C'est pas toujours les mêmes personnes qui sont connues en fonction des... Et oui, ça, ce sont les mots qui sont les premiers, on va dire, qui ont marqué ma recherche d'informations pour comprendre un peu plus ce que moi je pouvais ressentir et trouver
trouvé une réassurance, en fait. Je me rassurais sur ce que je pouvais ressentir, en fait, c'est ça. C'est des références. Oui, des références, voilà, c'est ça. Pour terminer, qu'est-ce qui vous a motivé réellement à faire ce livre? Est-ce que c'est une volonté, comme dans vos ateliers, de transmettre quelque chose, ou est une forme de thérapie un peu ultime pour vous, pour clore ce chapitre de votre vie? Alors, ça a été l'un et l'autre, mais c'était pas comme ça au départ. Au départ, je faisais, alors, il y a une dizaine d'années, est arrivé le web marketing en Italie, qui venait des États-Unis. Bon, l'Italie était assez en retard sur Internet. Et par système de coïncidence, j'avais compris qu'il était important de communiquer par Internet aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien communiquer, qui aime bien partager surtout. Donc, ça m'avait intéressé, cette possibilité de partager par Internet. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était que les blogs, par exemple. Je ne savais pas ce que c'était qu'un blog, donc j'ai compris ce que c'était. Et puis j'en ai ouvert un. Et puis les e-books. C'était une grande nouveauté à l'époque. Et un jour, Italo Cillo, qui était notre professeur à tous, a une phrase, il dit, de toute façon, vous devez écrire, vous écrire et transmettre des expériences qui peuvent être utiles aux autres. Et ça, effectivement, je dis, mais c'est vrai que moi, la façon dont j'ai vécu les 2 cancers, les gens m'ont dit, c'était pas comme d'habitude, donc ce serait bien que tu l'expliques. Alors je dis, bon, je vais faire un petit e-book, 20-30 pages, voilà, sur ce que j'avais vécu pendant les 2 cancers, c'est tout, le pendant. Et j'ai commencé un peu comme ça, et puis il ne me venait pas grand-chose, et puis bon, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire qui m'a donné les 12 premiers chapitres, donc je me suis partie là-dedans, et c'est allé, et ça a duré sur plusieurs années. En fait, le e-book, il a disparu très vite, parce que j'écrivais, et puis ça prenait une forme plus importante. Et je l'ai écrit, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais je crois que je l'ai écrit sur 6 ou 7 ans quand même, ce livre. Je l'ai commencé il y a longtemps. Et puis, je n'arrivais pas à le conclure, parce qu'il y a des moments où je disais, bon, voilà, ça y est, j'ai fini, je vais le conclure. Et puis non, je sentais que ce n'était pas ça. Et quand je suis partie en Angleterre, parce que je suis partie en Angleterre 1 an et demi, je dis, bon, voilà, je le conclus, je mets les pieds sur le sol d'anglais, et c'est fini. Bon. Et puis non, j'arrivais pas à le finir non plus. Et 1 an plus tard, j'ai compris qu'il fallait que j'inclue l'expérience anglaise, parce que c'était important aussi dans le parcours. Et puis, il y a eu encore un tout petit épisode qui s'est rajouté, et ça a été quelque chose de très personnel, et là, vraiment, j'ai compris que c'était fini. Le cycle était fermé, et que je pouvais chercher un éditeur. Parce qu'après, c'est pas tout d'écrire. Écrire, c'est un plaisir. Mais c'est trouver un éditeur qui est compliqué après derrière. Alors après, faire la promotion, c'est encore autre chose. J'y suis là, et c'est très compliqué aussi. Mais donc, j'ai mis 1 an à trouver un éditeur qui acceptait mon texte, mes images, mes idées, voilà. Et puis, donc, tout ça, ça prend du temps, oui. Et en fait, le cadeau caché, donc je l'ai écrit parce que quelqu'un m'a demandé de l'écrire, en fait, au départ. Finalement, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des choses que j'avais envie de partager et de faire comprendre à d'autres. C'est pour ça que je parle beaucoup des techniques, enfin beaucoup, j'évoque les techniques que je découvre. On voit comment je les découvre au fur et à mesure, le fil conducteur. Et je fais des fiches explicatives pour chacune à la fin. Parce que si je parle des chakras, ou si je parle des fleurs de Bach, ou si je parle des constellations familiales, les gens, voilà. Moi, je sais, il y a des gens qui sont dans le métier, ils savent, mais les autres, c'est justement que j'ai envie de toucher, qui ne savent pas, mais qui aimeraient bien trouver quelque chose d'autre à faire dans leur vie que juste faire les thérapies que les médecins disent. Il faut les faire. Je les ai faites, mais je pense qu'on peut ajouter quelque chose en complément si on le ressent. Donc c'est pour donner des indications. Voilà. Et puis le cadeau caché, c'est qu'effectivement j'ai trouvé du plaisir. Enfin, j'ai trouvé quelque chose, oui, moi personnellement après, parce que revoir sa vie quelques années après, eh ben, ça remet en perspective les choses. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, il y a comme une bulle de fumette et de bande dessinée c'est ce que je comprends de ce qui s'est passé à la lueur de la sagesse qu'on a acquise quelques années plus tard. Et en fait, on se rend compte que tout a un sens. Que ce sur quoi on butait, on vivait ça difficilement, on ne comprenait pas pourquoi, ça ne marchait pas comme on voulait, etc. Et bien en fait, ça servait à quelque chose et on le comprend plusieurs années après. Ça m'a aidé à trouver du sens à tout ce que j'ai vécu. Et en fait, toute ma vie maintenant, je cherche du sens à ce qui m'arrive. Quand ça me plaît, on ne cherche pas du sens, on s'en fiche, on est content de le vivre, on ne se pose pas de questions. Quand on est moins content de ce que l'on vit, c'est là qu'il est important de se poser la question de qu'est-ce que la vie essaye de me faire comprendre, qu'est-ce que mon corps essaye de me faire comprendre, qu'est-ce que j'ai pas compris, là j'ai manqué un truc et j'ai manqué la marche et je me suis cassé la figure, donc pourquoi j'ai pas vu la marche?
Et ça, ça m'aide à ne plus... Alors, je ne trouve pas toujours les réponses immédiatement, ça c'est sûr, mais en tout cas, je crois qu'une réponse m'attend quelque part au détour d'un chemin. Et puis, ça m'aide à ne plus me sentir impuissante, prise au piège, dans un coin, dans un angle, comme ça. Et ça, je trouve ça, c'est plus terrible. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est que plus jamais de me sentir dans une situation dans laquelle j'ai l'impression de n'avoir aucun choix possible, d'être prisonnière de toutes sortes de choses. Et ça, c'est le plus terrible, je crois, à vivre. Donc, chercher et trouver du sens, c'est une petite fenêtre sur le ciel bleu. Je fais toujours des ciels bleus, des ouvertures vers toujours quelque chose de mieux. Donc, c'est ça. Et vous en parlez aussi à un moment dans votre livre. Vous disiez « Je remerciais les médecins qui cherchaient à guérir mon corps physique au moment présent, mais qui donc prenaient soin des autres corps, les dimensions énergétiques dans lesquelles je vivais également et où la maladie avait trouvé ses racines. » Oui. Donc ça résume bien finalement ce que vous voulez dire. C'est la complémentarité de l'approche. On est un corps physique, il faut s'en occuper, mais on est aussi un peu autre chose. Moi, je suis vraiment, vraiment très convaincue de ça. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous animez des ateliers donc, à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire un peu quels sont vos projets à l'avenir? Oui, alors, en ce moment, j'ai repris la peinture à temps plein. J'ai un certain nombre de salons d'art contemporain auxquels je participe. J'étais à Nice il y a 3 semaines, je suis à Mulhouse la semaine prochaine. On prépare une exposition. Alors je suis dans un atelier galerie collectif qui s'appelle le Hangar, rue Dominique Villard, donc c'est tout à côté, enfin c'est à quelques pas d'ici, et dans lequel il y a des expositions régulièrement tous les mois. Donc vous êtes invités à passer de temps en temps nous voir. Enfin, et puis on a une exposition donc, au mois de décembre des artistes de l'association. Chacun de nous invite un autre artiste. Donc il y aura une douzaine d'exposants du 3 au 20 décembre. Et donc la peinture va revenir très très fort dans ma vie, oui. Et puis je continue les ateliers mandala. Donc une fois par mois, c'est une grosse demi-journée, une après-midi, 1h30 à 6h30 par là. Et on travaille cette année l'année dernière, on a travaillé sur l'ouverture à de nouveaux choix de vie, justement. Donc cette année, on travaille à l'expansion de ces choix. Le mois dernier, c'était plantons nos racines, puisqu'on fait des choix nouveaux, donc on a intérêt à planter de nouvelles racines, voilà. Et on fait ça tous les mois, oui. C'est des tout petits groupes, c'est de 1 à 6 personnes, vous voyez. Donc c'est même individuel, des fois c'est faisable, ça va bien comme ça. Et ce sont des personnes qui sont, qui sont en chemin, c'est-à-dire qu'elles ont eu envie d'aller vers autre chose, elles prennent leurs responsabilités, elles savent que leur vie est dans leurs mains, et donc elles cherchent, elles s'accordent cette pause pendant laquelle elles sont à l'écoute de leur voix intérieure. C'est un cadeau qu'elles se font chaque mois, de se donner ces quelques heures pour enfin être à l'écoute de leur voix intérieure et puis exprimer par le dessin, les symboles, ce qu'elles ressentent. Voilà. C'est un cheminement, c'est bien de... Et en plus de tout ça, vous pensez avoir écrit plus tard un autre livre? Oui, sûrement, mais comme je vis les choses avant de les écrire, je sais... On ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Je pense que j'ai démarré... Cette année, la série de peintures sur laquelle je travaille cette année s'appelle Renaissance. Donc effectivement, je suis en Renaissance là, cette année. Très beau tableau. Oui, merci. Donc la Renaissance, ça veut dire probablement que j'ai commencé le début d'un nouveau livre, mais je ne le sais pas encore. Donc ça va prendre un peu de temps, oui. On verra dans quelques années. Oui, on va voir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer aux questions? Juste, je crois que j'aimerais bien lire. Alors, 2 choses, oui. En fait, ce que la maladie m'a appris, et c'est en ça que finalement elle m'a guérie, c'est ça, c'est qu'elle m'a fait. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le titre d'un livre de Annick de Souzenel. Certains connaissent peut-être, c'est un grand penseur. Elle a écrit un livre, tout petit livre, qui s'appelle 3 petits mots. Et c'est ça que la maladie m'a dit, c'est « va vers toi ». C'est uniquement ça, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Mais c'est ça que la maladie m'a fait comprendre, en fait. Et je ne le savais pas. Je vivais en m'efforçant de suivre le modèle et je mettais le masque quand ça n'allait pas. Et j'ai compris que le modèle et le masque, c'était fini. Et qu'il fallait que je cherche ce que ça voulait dire, « va vers toi », parce que c'est bien joli, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Donc ça, je crois que c'est le travail de toute une vie. Mais c'est bien, ça donne un but à la vie. Et puis, je voudrais juste lire quelque chose parce que ça m'a beaucoup frappé. La citation de Paulo Coelho. Hein, c'est joli. Bon, Paulo Coelho, tout le monde le connaît. L'alchimiste, certains l'ont lu. Et ça, c'est très joli, je trouve.
Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves, parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. Voilà, donc c'est une quête. La vie est une quête, et la maladie m'a fait comprendre qu'il était temps de partir à la quête de moi-même et des autres, et de partager, parce que pour moi c'est important, de partager mes peintures, mes mots, voilà. C'est une très belle conclusion. Je vous remercie. Merci Natacha. Je suis membre du bureau d'Agaro. Agaro, c'est une association qui existe depuis 1998 d'aide et de recherche en oncologie, qui aide les patients touchés par le cancer. Dans un parcours de ce type, après cancer, il faut s'investir. L'investissement de cette personne est très, très important. C'est un parcours exceptionnel parce qu'elle a su s'ouvrir, elle a su trouver donc sa route, son chemin justement pour arriver à s'extirper de la maladie. Mais tous les patients disent la même chose quelque part, hein, je crois. J'ai encore pas acquis cette sérénité, hein. La maladie, ça me parle. Et je suis toujours en pétard, j'ai une révolte. Oui, tu as la colère. Toi. Moi, j'ai la colère que je peux exprimer grâce au sport. Oui, d'une façon, heureusement. Voilà, j'ai une colère incommensurable. Parce que j'ai l'impression de subir quelque chose de néfaste. Alors que toi, tu profites. Et c'est ça qui est extraordinaire. Elle a cette sagesse de se dire... Qu'est-ce que m'apporte qu'est-ce que mon corps me dit? Et moi j'ai dit, mais espèce d'enfoiré, tu me fais que du mal. C'est peut-être parce que vous savez encore pas, on n'a pas trouvé le calmant quelque part, ou enfin je sais pas. J'ai une passion, c'est le sport. Oui, j'ai le sport et la passion c'est la course à pied. Dès que je reprends un entraînement, je suis KO. Mon corps, il me dit stop. Alors là, Annick, elle dit qu'est-ce que me dit mon corps, quelle leçon je dois Moi, ce qui m'a aidé, puis après, il y a la voilà. Oui, c'est vrai, il y a j'ai été très émue parce que Annick est dans la paix face à la maladie, elle est dans la paix. Et bon, la maladie, c'est quelque chose qui me parle. Et de voir que quelqu'un est comme ça dans la paix, on a envie de la suivre. C'est un exemple, c'est porteur d'espoir. C'est apaisant de la voir comme ça. Get on the back of the daily argument, tell the cunts in the horses of parliament, clean up your lights, get it right. Don't you know you can't be trusted? Don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky's so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock.